ne savait pas du tout où on allait. On a été la variable d'ajustement. On s'est heurté là aussi à des choix politiques qui ne sont pas en accord avec le terrain. En fait, cette crise, ça a été une gestion de pénurie du début jusqu'à la fin. Je me suis rendu compte que je n'avais pas vécu du tout pendant plusieurs mois, mais plus vécu en dehors de Covid. Il n'y a aucune indication à porter un masque. Aujourd'hui, tout cela est parfaitement géré par les autorités. L'usage des masques en dehors de ces indications est inutile. S'il devait y avoir l'épidémie générale, on serait de toute façon dans une phase 3 dans laquelle la doctrine ne serait pas de tout fermer. La transmission n'est pas aérienne pour le coronavirus. Nous avons assez de masques aujourd'hui pour permettre aux soignants d'être armés face à la maladie et de soigner les malades. Quand je dis aujourd'hui, c'est qu'en fonction de la durée de l'épidémie, nous ne savons pas si nous en aurons suffisamment à terme. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Tous les jours, j'ai au moins 10 à 15 appels où les gens me disent comment on fait, on n'a pas de masque, on se débrouille. C'est vrai qu'aujourd'hui, les médecins et le personnel soignant donc fait face à une pénurie de masques. Nous étions dans des difficultés de déficit et de pénurie de masques, de produits pour les fins de vie, d'oxygène, de lits de réanimation. On a été envoyé un petit peu au front. Le gouvernement nous disait quand même encore, au bout de quelques semaines, que les masques ne servaient à rien. On a vu qu'il y avait une impréparation totale des pouvoirs publics. Un certain nombre d'entre nous se sont retrouvés à fouiller dans le fond de leur armoire pour ressortir les masques de Roselyne Bachelot censés être périmés. Ce sont les URPS qui se sont emparés du sujet et qui, avec le soutien à l'époque de l'ARS et de la région, ont commandé des millions de masques et surtout les ont distribués aux professionnels de ville. Pendant le confinement, le premier confinement, c'est vrai qu'on a été, je pense, tous pris au dépourvu. Pendant 15 jours, j'avais plus personne dans le cabinet. En fait, il y a eu un gros creux. J'ai quand même un cri d'alarme entre guillemets à dire. On nous a demandé dans toute la France de déprogrammer toutes les interventions. Et donc aujourd'hui, tous les cabinets, depuis 15 jours, les cabinets de spécialistes, qu'ils soient chirurgicaux, en clinique ou même en ville, donc sont quasiment vides. On est en train de voir monter quand même un semblant de crise sanitaire dans le sens où tous les gens qui ont besoin d'être soignés, pas pour le Covid-19, mais pour d'autres pathologies beaucoup plus lourdes, donc ne se font pas suivre. Donc j'appelle à tous les spécialistes à remettre en route leur cabinet, parce qu'on va se retrouver dans 15 jours au déconfinement, dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, j'en sais rien, mais avec des problèmes sanitaires beaucoup plus graves. Entre le plan blanc, la déprogrammation de la chirurgie, le fait que les patients avaient peur de revenir dans nos cabinets médicaux avant, ça a été un désastre. On triait, entre guillemets, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qu'on était obligés de voir, autant qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. On l'a bien vu dans la première crise, c'est essentiellement l'hôpital qui a été débordé et une panique qui a été mise dans la population qui fait que les patients n'ont plus osé contacter leur médecin généraliste et aller directement au service d'urgence. Covid a modifié à la fois le comportement des patients et puis aussi notre activité au quotidien. Nous avons réorienté notre activité. On a
arrêter les possibilités de prise de rendez-vous par une plateforme en ligne. La gestion du cabinet a été profondément modifiée. On s'est adapté. On a beaucoup travaillé en téléconsultation. Peut-être que les patients ont compris aussi que le médecin généraliste ou le médecin libéral était vraiment important. Il y a eu énormément de système D. Et ça a fait la richesse de la médecine générale. Le système D, c'est ce qui a permis de s'en sortir. Le système D et l'innovation. L'innovation à la fois dans le matériel, mais l'innovation aussi dans les idées. Comment faire pour gérer les gens? Comment soigner des gens à domicile quand on ne pouvait plus hospitaliser parce qu'il n'y avait plus de place? Donc comment soigner des gens à domicile avec de l'oxygène? Il a fallu l'inventer. C'est vrai que la campagne a démarré très doucement et on est quand même derrière encore tout le monde à courir après le vaccin. Alors la vaccination, c'est organisé par l'État, donc c'est une catastrophe. Qui est la dernière roue du carrosse dans la vaccination? C'est les médecins libéraux. C'est-à-dire, on le voit bien, on reçoit les vaccins quand il n'y en a plus pour les autres. On les commande, on nous dit qu'on va en avoir, on les a pas. Les médecins libéraux, aujourd'hui, attendent leur dose. Et je vous rappelle quand même que les médecins libéraux sont ceux, et je suis là pour parler en leur nom, sont ceux qui sont au contact de la population en grande règle générale dans la France. Le problème de report de l'État qui fait que des fois on a notre dotation et des fois on l'a pas alors qu'on a déjà fixé tous nos rendez-vous. Je ne voudrais pas parler de la stratégie de la vaccination calamiteuse où quand même depuis le début la médecine de ville réclame de pouvoir vacciner ses patients en cabinet et que depuis le début, le national n'arrête pas de faire obstacle à la vaccination, notamment avec les vaccins ARN messagers, en cabinet. C'est scandaleux. La logistique était complexe. Le vaccin n'est pas adapté au cabinet. Il est clair que les centres de vaccination sont une solution quand il faut faire de la masse. Du gros volume en une petite période de temps, c'est sans doute la solution et les libéraux pouvaient s'investir dedans et ont pu le faire et ça a marché. Ils se retournent un petit peu vers nous pour avoir les réponses, comment faire pour casser le plafond de verre et avoir les patients récalcitrants. C'est le médecin dans son cabinet qui peut convaincre individuellement le patient. Il faut lui donner les moyens, les outils pour le faire, donc des vaccins en quantité correcte et dans un conditionnement qui lui permet de le faire facilement dans le cabinet. On a aussi des patients qui veulent absolument être vaccinés par nous. Ils ne veulent pas aller en centre. Ils disent non docteur, je veux bien la vaccination mais c'est vous qui la ferez. Et à la fois ils nous responsabilisent et puis ils nous font confiance en fait. On avait le sentiment de ne pas être entendu. Le nombre de décès a été très important dans les EHPAD en début de crise, et alors même qu'on manquait de tout. Donc le national ne prenait pas la mesure de ce qui se passait dans les territoires. Oui, il y a eu le défaut d'équipement. Mais ce qui nous a le plus compliqué la vie, c'est le décalage temporel entre la situation réelle sur le terrain au centre de la crise et les directives venant du national qui arrivaient pour nous trop tard. Je crois qu'il faudrait que le système de santé se décide une bonne fois pour toutes à définir les champs de compétences de tout le monde. Il aurait fallu territorialiser les décisions en fonction effectivement de l'intensité de la crise. Il a fallu déprogrammer les patients dits non urgents, sauf qu'à force de ne pas pouvoir les reprogrammer, certains patients dits non urgents forcément ont vu leur état de santé altéré. Non, j'ai pas été protégé par le gouvernement et l'État. J'ai fait mon travail, certains d'entre nous l'ont payé cher. Les libéraux ont été abandonnés, sans masque au début, puis sans test, puis sans vaccin. Ça a été extrêmement compliqué. On nous a envoyé combattre un virus somme toute inconnu et somme toute dangereux sans aucun matériel de protection effectivement. À chaque moment on se dit bon c'est le libéral qui est le plus efficace et non, le gouvernement choisit des voies d'usage qui
qui au contraire pénalise les libéraux. Finalement, je pense qu'il faut arriver à prendre un petit peu plus la main sur les différentes, les prochaines crises. Il faut qu'on s'organise beaucoup plus. C'est notre manque d'organisation qui pêche le plus. Ce problème d'une stratégie nationale pour une crise comme celle-ci, c'est qu'on ne fait pas confiance au monde libéral. Je pense que si on n'a pas eu de vaccin, c'est qu'on a pensé que les médecins ne respecteraient pas la température, les modalités vaccinales. Ça illustre finalement le mépris, d'une certaine façon, que nos politiques ont de la médecine de ville. qu'on tire des leçons de cette crise-là en sachant anticiper, en gardant les traces de ce qui s'est passé et de comment on a pu faire. Comment les libéraux ont su s'organiser tout seuls dans leur coin et derrière de pouvoir redonner les moyens aux libéraux de s'organiser, mais cette fois-ci dans un cadre qui sera déjà prédéfini et qui leur permettra de travailler. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on comprenne que le système de santé libéral permet de faire beaucoup de choses. Et on a pu sauver, et il faut le dire, on a pu sauver les hôpitaux de la noyade parce qu'on a soigné des gens à domicile. Et donc ça, il faut qu'on le garde à l'esprit. C'est que le monde libéral est là. Quand on en a besoin, il est adaptable. Les meilleures initiatives sont celles qui sont parties du terrain. Et plus vous administrez, moins vous êtes efficace. Ça a été la parfaite démonstration. En fait, là où les gens ont pu finalement s'organiser, où les barrières administratives et les contraintes administratives sont tombées, les résultats ont été meilleurs et les professionnels de santé ont prouvé qu'ils étaient parfaitement capables de s'organiser de leur propre chef. Les médecins libéraux ont été très très impliqués dans la gestion de la pandémie. Je pense que le système de santé n'est pas organisé. Mais je pense que les libéraux sur le terrain se sont bien organisés. La crise Covid a peut-être redonné le goût à tout le monde de travailler un peu ensemble de façon solidaire. Puisqu'on était en face d'une... Le président a dit c'est une guerre. Vous avez dit c'est la guerre. Depuis 1 an et demi, nous subissons cette crise Covid qui a été un choc pour tout le monde. Un choc pour la France, puisqu'elle n'était pas préparée à un tel séisme, et un choc aussi pour les médecins, puisqu'ils sont partis au front sans moyens de protection au départ. Nous avons perdu de nombreux confrères dans cette crise, et la meilleure façon de leur rendre hommage, c'est de continuer notre action et de rendre de plus en plus attractif le métier de médecin libéral. La gestion hospitalo-centrée du pays a bien démontré son inefficacité et les médecins libéraux ont été là pour subvenir au déficit de l'hôpital. Cette sortie de crise que nous entrevoyons aujourd'hui doit nous permettre, au contraire, d'en tirer les leçons. Les leçons, c'est moderniser l'hôpital, certes, mais aussi moderniser et augmenter l'attractivité de la médecine libérale, la renforcer. Le développement numérique que les médecins, avec les téléconsultations, ont fait de façon exponentielle, montre bien la capacité de ceux-ci à s'organiser et à s'adapter. Les moyens doivent être donnés sur les urgences, mais surtout afin que les médecins puissent aller soigner chez eux nos patients les plus âgés. Il faut, pour cela, augmenter la coordination entre les professionnels de santé. Il faut aussi donc augmenter le lien entre la ville et l'hôpital, et sans déshabiller le rôle du médecin, les tâches du médecin que nous voyons depuis 2 ans distribuées. Il faut réaugmenter le temps médical et rendre l'attractivité à notre exercice afin que les plus jeunes soient tentés de venir travailler avec nous, car c'est un métier beau et noble. Les patients ont besoin de nous. Soyons au rendez-vous et soyons fiers d'être médecins.